Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à cet atelier intitulé « Quels leviers de décarbonation en 2050 pour les régions Île-de-France et Pays de la Loire ?» Nous allons tout d'abord nous présenter. Bonjour, François Turbou, ingénieur-chercheur et chef de projet à la direction R&D d'EDF. Oui, bonjour, Olivier Caron, donc chargé de mission à la direction Action Régionale en Pays de la Loire, basée à Nantes. Et Muriel Friedman, je suis chef de projet à la direction Action Régionale Île-de-France. Alors, les directions à l'action régionale Île-de-France et Pays de la Loire d'EDF ont mandaté la R&D d'EDF pour réaliser une étude prospective sur la décarbonation dans leur région. Donc, l'objectif d'une direction à l'action régionale, c'est d'accompagner en fait les acteurs de son territoire dans leur stratégie de transition énergétique. Et cela s'inscrit complètement en fait dans la raison d'être d'EDF, qui est de contribuer à construire en fait un avenir neutre en CO2, qui concilie préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions innovantes. Alors l'objectif de cette étude qui va vous être présentée, c'est d'élaborer des stratégies énergétiques à horizon 2035-2050 et d'identifier les leviers qui sont les plus pertinents et les plus efficaces pour aller vers la neutralité carbone. Alors ces études ont été menées dans d'autres régions également, comme PACA, comme Occitanie, comme Hauts-de-France. Et aujourd'hui, nous vous proposons de vous présenter les résultats sur les régions Île-de-France et Pays de la Loire. Merci Muriel. Donc déjà, pourquoi décarboner donc c'est assez évident aujourd'hui pour tout le monde. On sait que le réchauffement climatique, si on ne décarbone pas de façon accélérée à partir d'aujourd'hui, va augmenter les températures, donc en Île-de-France, en Pays de la Loire et dans les autres régions de France, de 1,5 degré tous les 10 ans à partir de 2040. Et les 5 dernières années ont été plus chaudes de 1 degré par rapport à la période 1976-2005. Donc il y a des conséquences déjà visibles, que ce soit les canicules, comme la canicule de 2003, des canicules particulièrement déplaisantes en agglomération parisienne avec les îlots de chaleur. Aussi pour le Pays de la Loire, l'érosion du littoral, qui est une problématique de plus en plus importante. On voit aussi en Pays de la Loire le dépérissement des forêts de chênes qui s'accélèrent. Les températures de la Loire ou de la Seine qui ont augmenté pratiquement de 1 degré. Et aussi la ressource en eau qui devient une problématique de plus en plus importante. Donc déjà des changements visibles et donc il faut décarboner. Donc le deuxième élément, c'est pourquoi travailler avec les régions, pourquoi l'échelle régionale. En fait, depuis 2014, la loi MAPTAM, les régions sont devenues chefs de file de la transition énergétique, chefs de file des entités à l'intérieur de la région, parce que la transition énergétique, c'est quelque chose de transverse et ça peut être relié aux différentes actions économiques qui existent sur le territoire. Donc c'est pour ça que les régions sont devenues chefs de file. Et aussi depuis 2015, les régions ont l'obligation de réaliser des schémas régionaux d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET, qui doivent notamment donner des objectifs long terme en termes de développement d'énergie renouvelable, de baisse de la consommation et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pourquoi travailler à l'échelle régionale. Donc dans les stratégies que nous avons développées à 2050, nous avons essayé de nous adosser au développement des régions, donc travailler avec les régions sur leur développement, en ne mettant pas de contraintes de sobriété extrême dans nos scénarios énergétiques, et aussi en essayant de regarder quel pouvait être le coût, d'avoir un coût énergétique acceptable à la fois pour les habitants du territoire et pour les entreprises du territoire. Et enfin d'essayer de valoriser au mieux les ressources énergétiques du territoire. Alors, en termes de méthode, donc pour réaliser ces études, pour la partie Île-de-France, en fait, l'idée, c'était dans notre démarche d'apporter la vision d'EDF sur les stratégies énergétiques et également de pouvoir échanger en fait, avec les acteurs du territoire sur cette vision que nous avions des stratégies énergétiques.
Donc pour échanger, on a organisé en fait un certain nombre de webinaires fin 2020, début 2021, 5 en fait, avec un certain nombre d'acteurs du territoire de l'Île-de-France qui ont été conviés, que ce soit le conseil régional, la DRIEAT, des collectivités, des entreprises, des syndicats professionnels, des partenaires académiques également. Et donc ces 5 webinaires ont porté à la fois sur un diagnostic de la région Île-de-France, sur des ateliers thématiques, comme par exemple sur le transport ou sur le bâtiment, sur le système électrique, sur les énergies renouvelables, et puis une synthèse de cette étude. En fait, ce qui est très important et qui paraît essentiel, c'est la dimension de co-construction, en fait, dans cette étude. Merci Muriel. Donc en Pays de la Loire, nous avons fait l'étude en 2019 et la région à cette époque-là commençait à travailler sur son STRADET et avait un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Donc nous, ce que l'on a prévu, ce qu'on a apporté en fait, c'est l'étude bâtie par la R&D pour venir proposer les leviers qui permettraient d'atteindre cet objectif, ou en tout cas de tendre vers cet objectif. On verra à la fin. Et donc là encore, on a fait un diagnostic, et ce diagnostic, on l'a découpé en partenariat avec la région autour de 4 thématiques. Donc les transports, les bâtiments, la production électrique, enfin la production d'énergie, pardon, et l'industrie. Et donc on a travaillé sur ce diagnostic et après on est venu confronter en fait cette étude avec les réseaux professionnels en fonction des thématiques. Pour vous donner un exemple, on a un cluster en Pays de la Loire qui s'appelle NovaBuild autour du BTP. Donc là on a invité tous les adhérents de ce cluster, on a échangé sur les solutions et les leviers que nous on imaginait dans le secteur du bâtiment afin de challenger nos idées et venir se nourrir et faire évoluer l'étude. Et pour finir, en fait, on a ensuite déployé cette étude pour partager avec des collectivités, et on va poursuivre en 2022. Le Covid nous a un peu stoppé, pour venir aussi échanger avec des élus pour dire, bah voilà, nous, les solutions que l'on propose, qu'est-ce que vous en pensez et comment on pourrait vous aider pour les mettre en œuvre. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans le cœur de l'étude, en commençant par les profils énergétiques. Alors, tout d'abord, sur l'Île-de-France, ce qu'on peut voir, c'est que l'Île-de-France émet 40 millions de tonnes de gaz à effet de serre, avec plus de la moitié dans le secteur du bâtiment et à peu près un tiers sur le transport. Ce qui la différencie des autres régions où on a par exemple l'industrie ou l'agriculture qui peuvent être plus importants. Donc plus de la moitié dans le bâtiment. Et si on regarde plus précisément le profil énergétique, en fait, on peut voir que l'Île-de-France a un profil très spécifique, puisque c'est 18% de la population française en Île-de-France, 12 millions d'habitants, mais seulement 2% du territoire. Et donc, il y a une diversité aussi d'espaces, finalement. On a Paris et la petite couronne qui sont très urbanisés, et plus on s'éloigne, plus on va aller vers des territoires plus ruraux. Les territoires ruraux, ça représente 50% en fait, de la surface, mais seulement 5% de la population. Et cette diversité d'espace, en fait, va avoir des incidences par exemple sur les énergies. On voit qu'on a par exemple plus de réseaux de chaleur dans les zones très urbanisées, plus d'eau fuel quand on s'approche des territoires ruraux. Ça va avoir aussi des incidences sur les bâtiments. On a plus d'appartements quand on est dans des zones très urbanisées, plus de maisons individuelles quand on est dans les territoires ruraux. Et ça va avoir aussi des incidences sur le transport, avec plus de transports en commun dans Paris et la petite couronne, et puis plus d'utilisation de la voiture individuelle quand on va vers les zones plus rurales. Alors en termes de profil énergétique, l'Île-de-France en fait est particulière aussi puisque finalement elle ne produit que 5% de sa consommation et donc elle est très dépendante des autres régions. En gros, on a à peu près en termes de consommation énergétique un tiers de gaz, un tiers d'électricité, un quart de pétrole et puis également des réseaux de chaleur et du bois. Une des particularités, c'est la présence de la géothermie, qui est très importante sur le territoire, puisqu'on a à peu près 2 tiers de la production nationale de géothermie qui est en Île-de-France. Et puis, on a aussi à peu près 14 TWh d'énergie renouvelable produite sur le territoire. Voilà pour le profil de l'Île-de-France. Alors, la carte postale des Pays de la Loire. Donc, nous, on a produit, donc, vous voyez, 33 millions de tonnes de CO2. Hein. Alors là, c'est 2016, je pense, à la source, 2016. Avec 21 millions qui concernent les émissions énergétiques. Le reste, donc l'étude s'est surtout intéressée bien sûr à ce qui est produit pour les émissions énergétiques. Les 2 tiers, vous le voyez, sont représentés par le transport et le bâtiment. Donc c'est vraiment les 2 éléments clés et essentiels qu'il a fallu travailler. Pour vous donner quelques éléments, la production ligérienne, donc c'est les Pays de la Loire hein, pour ceux qui ne connaissent pas, décroît significativement depuis 2017. En fait, on a la centrale de Cordemais, qui est une centrale thermique. On a arrêté les tranches fuel.
Et maintenant, les tranches charbon, le recours au charbon est de plus en plus réduit. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la production électrique pour les besoins des Pays de la Loire décroît. On est à 15%, on couvre 15% des besoins aujourd'hui en production, contre 5% pour la région parisienne. On est encore une région où le mix énergétique est très carboné, parce qu'à partir d'énergie fossile, 55%. Malgré une montée en puissance des ENR, parce qu'en 10 ans, ça a été multiplié par 10 sur le territoire. Mais on partait de très faible. Donc on a encore une part du thermique très importante. On a une particularité en Pays de la Loire, c'est qu'on a une démographie qui est très forte. Et donc on a une croissance de la population, notamment dans les pôles urbains et sur le littoral. C'est les deux. Et en fin de compte, 9% de la population habite sur les pôles urbains, enfin sur 9% du territoire, on a l'ensemble de la population des Pays de la Loire, ce qui est une caractéristique. Cette population, elle croît en fait de 2 fois plus vite que sur le territoire national. Ensuite, on a un étalement urbain et des contraintes territoriales qui réduisent la possibilité de développer de l'éolien terrestre. C'est de plus en plus difficile, comme beaucoup de territoires, mais nous, avec l'ensemble du littoral, il est très difficile de mettre de l'éolien, et dans les pôles urbains. On a une part de l'agriculture en revanche qui est assez importante en Pays de la Loire, donc qui laisse un potentiel de méthanisation assez significatif. Donc là, c'est une voie, en tout cas, qui reste à regarder. Côté forêt, on a beaucoup moins de forêts que sur le territoire national, et elles sont déjà quasiment toutes exploitées. Donc là, on a aussi un potentiel qui est très faible, et le plus gros potentiel réside en fait grâce à cette façade littorale avec l'éolien en mer, et notamment l'éolien posé ou flottant. Et pour vous donner un peu des ordres de grandeur, en Pays de la Loire, le potentiel estimé, il est de 3 gigawatts en posé et de 10 gigawatts en flottant. Alors si on fait ça en térawattheure, si vous êtes plus, ça fait 12 térawattheures en posé, excusez-moi, et 40 térawattheures en flottant. Donc, maintenant, nous allons vous parler un petit peu méthodologie. Donc, quel levier de décarbonation avons-nous utilisé, donc en partant des chiffres montrés par Muriel et Olivier, donc les 40 millions de tonnes côté Île-de-France et les 20 millions de tonnes côté Pays de la Loire. Comment décarboner les différents secteurs? En fait, il y a 3 leviers à activer sur l'ensemble de ces secteurs. Le premier levier, c'est les économies d'énergie. Et donc, ça renferme à la fois l'efficacité énergétique, donc l'efficacité énergétique des moteurs thermiques, l'isolation des bâtiments et la sobriété. Donc la sobriété, ça peut être moins de déplacements, le télétravail. Ça peut être aussi changer de mode de déplacement, passer d'une voiture individuelle à un déplacement plus collectif. Donc économie d'énergie. Le deuxième levier, c'est la décarbonation des vecteurs énergétiques. Donc c'est un levier important. Il faut essayer de décarboner à la fois le gaz et aussi continuer à décarboner le mix électrique en France qui est déjà très décarboné. Donc pour la décarbonation des vecteurs énergétiques, par exemple, utiliser le biométhane pour l'industrie ou utiliser le biométhane, le bois, la géothermie, les déchets dans les réseaux de chaleur pour essayer de décarboner les réseaux de chaleur. Tout à l'heure, Olivier mentionnait le système électrique en Pays de la Loire. Donc continuer à décarboner le mix électrique en France avec la fermeture actuelle des centrales charbon et fioul, donc qui devraient être complètes dans les années qui viennent. Donc les 2 premiers leviers. Et le dernier levier aussi, quand on parle décarbonation, un levier aussi très important, c'est la substitution d'usage des énergies. En fait, il ne faut pas faire que de l'efficacité ou des économies d'énergie, mais il faut essayer aussi au maximum d'utiliser des énergies décarbonées quand on a besoin d'énergie. Et donc ça passe par, bien sûr, en priorité le remplacement du fioul dans les bâtiments, par des pompes à chaleur, ou dans le transport, par exemple, l'utilisation plus massive de l'électricité et de l'hydrogène pour le transport lourd dans la mobilité. Donc 3 leviers, économie d'énergie, décarbonation des vecteurs énergétiques et substitution d'usage des énergies. Donc à partir de ces 3 leviers, nous avons essayé de dessiner plusieurs stratégies, donc une stratégie tendancielle jusqu'à 2050, jusqu'à une stratégie que nous avons appelée décarbonation, une stratégie qui utilise les leviers, les 3 leviers ici, de la manière la plus efficace pour arriver
à une décarbonation maximale à horizon 2050 à coût contenu. Voilà, donc maintenant nous allons vous expliquer un peu plus en détail sur les deux secteurs qui ont été mentionnés précédemment, le transport et le bâtiment, qui émettent une grande partie des émissions des régions. Nous avons bien sûr travaillé aussi sur l'industrie, sur la production d'énergie, mais étant donné le temps, nous allons nous focaliser sur le bâtiment et le transport. Alors peut-être avant de voir les leviers, quelques informations aussi sur le profil en fait, de nos deux régions sur le secteur du bâtiment. Donc comme je le disais tout à l'heure, le bâtiment c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre sur l'Île-de-France. La part des résidences construites avant 1970 en Île-de-France est beaucoup plus importante que la moyenne. Et également, ce qu'on peut voir, c'est que le nombre d'appartements également est plus important que la moyenne française, 70% d'appartements contre 45% en moyenne nationale. Les émissions, elles se concentrent beaucoup sur les usages thermiques, le chauffage et l'eau chaude notamment. Et en volume, elles sont plus importantes sur l'ensemble de la région, elles sont plus importantes sur la banlieue, sur les zones qui sont les plus denses. Voilà sur l'Île-de-France. Ouais, pour les Pays de la Loire, la spécificité, c'est le nombre de maisons individuelles. En fait, 3/4 du parc résidentiel, ce sont des maisons individuelles, quand c'est 50% en France sur le territoire national. Et en fait, sur ces maisons individuelles, vous en avez 250 000, un peu plus de 250 000, qui sont chauffées au fioul. Donc là, c'est la cible prioritaire pour décarboner en Pays de la Loire. En tout cas, c'est la maison individuelle chauffée au fioul. Pour vous donner un chiffre, pour retenir un chiffre, ce parc résidentiel, 78% de ses consommations proviennent des usages thermiques et chauffage, et représente 90% des émissions du territoire. Donc s'il y a vraiment une cible prioritaire, c'est la maison individuelle et chauffée au fioul en Pays de la Loire. Et c'est souvent dans des zones non urbaines et non raccordées au gaz. Voilà. Donc d'un point de vue levier, donc, ce que viennent d'expliquer Muriel et Olivier, c'est que les besoins thermiques, à la fois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, sont les besoins les usages qui émettent le plus de CO2. Donc c'est vraiment sur ces usages qu'il va falloir se focaliser. Donc en déclinant ces leviers qui replènent les leviers généraux, mais qu'on peut appliquer sur le bâtiment. Donc la première chose à laquelle on pense, c'est baisser le besoin en énergie, donc par l'isolation, donc isoler les bâtiments bien sûr. Le deuxième levier, c'est utiliser des équipements très efficaces. Donc on peut mentionner par exemple les pompes à chaleur qui ont une efficacité très supérieure au mode de chauffage plus traditionnel. Et le troisième levier, c'est utiliser des énergies décarbonées. Donc comme mentionné Olivier, en priorité, passer du fioul vers la biomasse par exemple, ou les pompes à chaleur, ou les réseaux de chaleur quand c'est possible. Et aussi décarboner ces réseaux de chaleur pour les utiliser au maximum. Et comme mentionné tout à l'heure Muriel, en Île-de-France par exemple, utiliser plus la géothermie dans les réseaux de chaleur et utiliser ces réseaux de chaleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, nous avons essayé d'obtenir des stratégies qui permettaient de garder un coût de l'énergie acceptable pour les habitants du territoire. Et ici, ça se traduit par essayer de trouver un bon compromis entre efficacité des gestes et coût. Notamment pour l'isolation, il faut essayer de cibler les meilleurs gestes. Donc essayer d'isoler en priorité les logements les moins bien isolés, parce que les gains vont être importants, et d'essayer d'après trouver les meilleurs gestes qui vont avoir un rapport coût-bénéfice le plus intéressant, puisque au fur et à mesure qu'on isole les bâtiments, en fait, les gains coûtent de plus en plus cher. Donc il faut trouver le bon compromis à la fois sur l'isolation et puis sur le changement des modes de chauffage. Voilà. Quelques spécificités aussi, quand on parle d'isolation, Paris, les bâtiments haussmanniens. Donc on voit bien que vouloir arriver à l'ensemble des bâtiments BBC à horizon 2050, c'est peut-être pas complètement possible, et donc il faut essayer de trouver le bon compromis de façon réaliste. Alors comment nous avons fait ça sur le bâtiment en fait? Nous avons modélisé l'ensemble du parc de bâtiments résidentiels et tertiaires en partant de la situation initiale jusqu'à 2050 en utilisant des bases de données disponibles, notamment les bases de données de l'INSEE sur les enquêtes logement,
les bases de données sur le recensement, les bases de données du ministère qui montrent les niveaux d'isolation des logements. Donc une cartographie de départ, et après nous pouvons simuler l'ensemble des bâtiments Île-de-France et Pays de la Loire jusqu'à 2050. Et nous montrerons tout à l'heure les résultats à la fois sur le bâtiment, le transport et les autres secteurs. Voilà. Donc voilà sur le bâtiment. Donc maintenant passons au transport. Alors sur le transport, sur les Pays de la Loire, il y a deux chiffres à retenir. Bon, d'abord, on a les émissions du transport passager en fait, qui stagnent depuis 2000. Alors c'est malgré des efforts, hein, c'est-à-dire entre les plans de mobilité établis par les collectivités qui viennent réduire quand même les émissions, et également l'efficacité des moteurs thermiques qui a permis de réduire les émissions. Malgré tout, en Pays de la Loire, avec l'accroissement de la population, tous les effets qui sont annulés en fait, avec cette évolution de la population. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, la voiture domine le transport des passagers en Pays de la Loire avec plus de 70% des déplacements en véhicules individuels, en fait, hein, l'automobile. Et ça représente 90% des passagers kilomètres. Donc s'il y a vraiment une cible aujourd'hui en Pays de la Loire, c'est vraiment le véhicule individuel des personnes pour voir comment réduire d'abord les déplacements, bien entendu, et après passer à des modes moins carbonés. Alors sur l'Île-de-France, ce n'est pas tout à fait la même situation. Donc comme je le disais, le transport, c'est le deuxième secteur le plus émetteur en gaz à effet de serre. Mais en fait, la part du train, alors ce qu'on entend que par train, c'est le métro, le RER, le tram, le train de banlieue, elle est très importante. Et la part de la voiture individuelle, elle est plus réduite. Ça représente 55% des distances parcourues, alors que la moyenne française, c'est 90%. Donc une part plus importante des transports en commun. L'essentiel des émissions se font sur Paris et la banlieue, parce que ce sont les zones aussi les plus denses. On peut noter aussi l'importance de l'aérien en Île-de-France, qui a une place considérable, évidemment. Et on va avoir des enjeux aussi en termes de qualité de l'air et également en termes de temps de trajet, puisque le temps de trajet moyen en Île-de-France, c'est 1h30 contre 1 heure sur la moyenne nationale. Donc on a aussi des enjeux sur la qualité de vie, sur le temps de trajet en Île-de-France sur le transport. Voilà, donc maintenant, si on reprend les différents leviers, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de leviers, donc peut-être plus de leviers sur le transport, qui concernent à la fois l'économie d'énergie et la substitution d'usage des énergies. Donc le premier levier, c'est éviter les déplacements. Et donc dans la stratégie, nous avons essayé de prendre en compte ces éléments, et notamment avec ce qu'on connaît depuis l'année dernière, le télétravail. Le deuxième élément, c'est le changer mode de déplacement. Donc en région, il y a des politiques de plus en plus ambitieuses pour faire évoluer les modes de déplacement collectifs, le vélo, donc des grands plans de transport en Île-de-France notamment. Notre élément, c'est le taux de remplissage des véhicules. Donc c'est un levier difficile à utiliser. On voit que c'est quelque chose qui... On va plutôt dans l'autre sens, on va plutôt vers une individualisation, donc ça va remettre en cause certaines habitudes. Et enfin, l'amélioration de la technologie pour les moteurs thermiques qui, depuis quelques années, ont permis de diminuer les consommations des voitures, qui a été en grande partie annulée par le fait que maintenant on vend de plus en plus de SUV. Et voilà, il faut quand même travailler sur ces leviers. Et en fait, le dernier levier très important, c'est substituer et décarboner, donc passer de la voiture thermique à la voiture électrique, et sur les véhicules lourds, passer à la fois aux véhicules électriques, mais aussi aux véhicules gaz, hydrogène notamment, qui devraient avoir une place importante dans le transport. Donc voilà les différents leviers pour le transport. Donc on vous a montré pour le transport et pour le bâtiment. Et donc maintenant, si nous en venons, donc là c'est les grosses conclusions, et puis après je vais vous montrer un petit peu plus en détail sur Île-de-France ce que ça a donné. Donc nous arrivons à 2050 en utilisant ces leviers de façon réaliste et, comme je vous le disais, sans mettre de contraintes de sobriété extrêmes, à une division par 5 des émissions, donc que ce soit en Pays de la Loire ou en Île-de-France, et une baisse de la consommation d'énergie finale de 40%. Donc comment nous arrivons à cette baisse de 40% de la consommation d'énergie finale? Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'isolation des bâtiments, bien sûr, ça va faire baisser la consommation d'énergie finale, mais aussi le recours à certaines technologies
particulièrement efficaces, comme les pompes à chaleur et les véhicules électriques, qui permettent aussi de diminuer la consommation d'énergie finale. En termes de part de marché des énergies, donc actuellement, l'électricité en Île-de-France, c'est de l'ordre de 30%, et en Pays de la Loire, 25%. Donc pourquoi plus en Île-de-France? C'est parce que, comme disait Muriel tout à l'heure, notamment dans le transport, il y a une électrification du transport beaucoup plus importante en Île-de-France, même si on a l'impression qu'on voit des voitures partout. Il y a le métro, les trains, donc il y a déjà une électrification des transports. Et ce qu'on constate à 2050, c'est qu'on a un doublement de la part de l'électricité, pas en volume, mais en part, en proportion. Donc on passe en Île-de-France de 30 à 60%, en Pays de la Loire de 25 à plus de 50%. Donc ça, c'est pas nous qui le disons. En fait, si on regarde les derniers scénarios RTE qui sont sortis la semaine dernière et dont on a beaucoup parlé à la télévision, en fait, on constate la même chose. C'est-à-dire une baisse de la consommation d'énergie finale, mais une augmentation de la part de l'électricité. Voilà. Maintenant, si je regarde donc juste sur Île-de-France, si j'essaie de détailler un petit peu les chiffres qu'on avait donnés au départ. Donc ça, c'est la photo de 2015 en termes d'émissions, les 40 millions de tonnes de CO2 produites sur le territoire, et d'essayer de regarder ce que ça donne à 2050. Donc le premier élément à prendre en compte, c'est la tendance naturelle. C'est que si on ne fait rien, la population augmentant, on va avoir une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 10 millions de tonnes dans la région. Et donc après, nous avons essayé de dépiler les différents leviers dans le bâtiment, le transport, industrie et production d'énergie. Donc dans le bâtiment, le remplacement du chauffage qui joue pour 60% de la diminution des émissions, et l'efficacité énergétique, l'isolation. Donc voilà, les deux leviers sont importants et il faut essayer de les mettre au bon niveau. Dans le transport, véhicules électriques et gaz dans les transports lourds, l'aménagement du territoire et sobriété au sens large, donc ce que je disais tout à l'heure, le fait de construire des pistes vélos, le fait de construire les métros du Grand Paris, donc tous ces éléments permettent de diminuer aussi fortement. Et donc ça, c'est une spécificité sur Île-de-France. L'impact très fort, à cause de la densité de population, ça a un impact très fort, ces politiques de transport. Le dernier élément, c'est l'efficacité des moteurs thermiques, mais qui va être de moins en moins important, puisque vers 2050, il devrait y avoir plus beaucoup de moteurs thermiques normalement dans le transport. Et les derniers éléments, c'est dans l'industrie, l'efficacité énergétique et la substitution vers des énergies moins carbonées, donc qui permet aussi de diminuer assez fortement les émissions dans l'industrie. Et dans la production d'énergie. Donc la production d'énergie, le fait qu'on décarbone à la fois le gaz et qu'on finit de décarboner le mix électrique, ça va jouer dans les différents secteurs, et donc ça a aussi un impact important. Et on arrive à 2050 à une division par 5 des émissions de gaz à effet de serre dans un scénario réaliste et qui pourrait, d'un point de vue coût pour les habitants et pour les entreprises, pourrait être soutenable. Donc on voit qu'on arrive à dessiner une stratégie à horizon de 2050. Donc on a fait la même chose sur Pays de la Loire, donc je ne vous détaillerai pas. Donc les chiffres sont un peu différents, mais on arrive à peu près du même ordre, division par 5 à horizon 2050. Voilà. Donc je vous remercie, c'était résumé puisqu'on avait une vingtaine de minutes. Mais maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Nicolas Todorovic, je suis ingénieur. Je vois dans la présentation que, surtout sur le récapitulatif de la fin, finalement, il y a beaucoup d'espérance sur l'efficacité énergétique et de changement oui, voilà, merci, d'électrification de certains usages. Je suis surpris de voir que finalement la part sobriété n'a pas plus pris de part dans cette étude. Et du coup, ma question c'est quelles hypothèses de volume et d'activité économique constante vous avez gardé en 2050? Est-ce qu'on continue de produire autant d'acier, de voitures, de béton? Est-ce qu'on continue de construire autant de logements neufs? Et voilà. Alors,
Donc déjà sur la première partie, sur la sobriété, donc nous avons pris en compte des hypothèses de sobriété, donc notamment sur le transport, ce que je mentionnais tout à l'heure, moins de déplacements, plus de remplissage de véhicules, le télétravail. Donc nous avons essayé de prendre en compte des hypothèses ambitieuses, qui étaient en rapport avec les hypothèses de la région, mais réalistes. Voilà. Notamment pour le remplissage des véhicules, actuellement on doit être à 1,3 personnes par véhicule. En fait, le véhicule est vraiment individuel, les déplacements c'est pratiquement une personne. Et on ne passera pas à 2 personnes en 2050. Ça serait des changements de mode de vie absolument, je pense, infaisables. Mais on a essayé de prendre en compte, on est passé de 1,3 à 1,5, donc en discutant avec nos experts de ce qui pouvait être réaliste. Sur le bâtiment, en fait, on se posait la question de savoir si on devait baisser les consignes de chauffage, par exemple. Mais voilà, pour l'instant, ça semble quelque chose qui n'est pas très acceptable par la population. Donc, ce n'est pas un élément qu'on a activé sur le bâtiment. Donc, il reste des gisements supplémentaires sur la sobriété, notamment dans le bâtiment. Mais voilà. Et pourquoi nous avons fait ces hypothèses ? En fait, à EDF, depuis de nombreuses années, nous avons une expertise pour faire de la prospective pour le système électrique, parce que nous avons besoin de savoir quels vont être les usages, combien on va consommer d'électricité dans 10, 20 ou 30 ans. Donc nous avons cette expertise et on voit que sur l'aspect sobriété, en fait, c'est des éléments qu'on n'a pour l'instant jamais vus dans le passé. Enfin, on a plutôt vu de l'ébriété que de la sobriété, c'est-à-dire qu'il y a un usage qui a tendance à se développer. Donc on voit que cet aspect sobriété, il est difficile à prendre en compte. Donc on a essayé de le prendre en compte, mais de façon réaliste. Parce que voilà, c'est un levier qui est facile à activer finalement, mais est-ce qu'il est très réaliste Donc on a pris certaines hypothèses. Je me souviens plus de la deuxième partie de la question, c'était sur... Ah oui, sur l'activité économique, en fait on a pris des hypothèses, on a regardé... quelle était l'évolution de l'activité économique dans chacune des régions, et on a tracé une tendance, que ce soit dans le tertiaire ou dans l'industrie, de l'ordre de 1%, donc pas une augmentation forte, mais on ne considère pas qu'il n'y a plus d'activité à horizon 2050, parce que quelque part, ça serait aussi une facilité. Là, je dis dans la tendance naturelle, là, il faut bien prendre en compte le fait que à la fois, il y aura plus d'habitants, mais il y aura aussi une activité économique un peu plus importante normalement, quoi. Essayer de l'intégrer et essayer de le solutionner, plutôt que de dire il n'y aura pas de croissance économique, ça va nous faciliter la tâche, quoi. Il y a une autre question. Peut-être on peut juste prendre cette question-là et après, on peut vous donner rendez-vous aussi sur le stand EDF si vous avez d'autres questions. C'est possible ? Juste celle-ci ? Et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand, on va rester un petit moment encore. Bonjour, Didier Chauvière, adjoint au maire de Cordemais. J'avais une question concernant la décarbonation. Notamment, on commence à un petit peu en parler, mais je pense qu'on est plutôt sur les balbutiements. C'est sur le captage du CO2 et son recyclage. Alors, est-ce qu'on a une vision ? Est-ce que ça pourrait être un levier ? Est-ce que vous auriez des précisions là-dessus ? Alors, sur le captage du CO2, en fait, d'un point de vue français, ce n'est pas un des leviers qui a été privilégié. Si on regarde la stratégie nationale bas carbone, il y a certains pays, comme l'Angleterre, qui sont plus sur le captage. Donc, dans la SNBC, on est moins pour l'instant sur ce levier. Donc, ce n'est pas un levier qu'on a regardé de façon très soutenue dans nos scénarios. Mais ça pourrait évoluer dans le futur. En fait, à la R&D, on est en train de regarder les différentes solutions de captage du carbone. Donc pour l'instant, c'est plutôt de la veille. Mais là, dans nos scénarios 2050, on a essayé de se calquer par rapport aux tendances françaises qui n'étaient plutôt pas sur le captage du carbone. Mais comme je dis, ça peut évoluer dans les années qui viennent. Ouais, pour compléter ce que dit François, en fait, dans l'étude, justement, ce qui est intéressant dans l'étude qu'a faite la R&D, c'est qu'ils ne sont pas projetés sur des choses qui ne sont pas encore matures. Donc, ils ont pris des choses qui sont matures et technologiquement qu'on peut prendre en compte. Tout le reste, ça sera du bonus. Donc, si on avance sur le captage du CO2, ça viendra encore enrichir les émissions pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Quoi.
Merci beaucoup pour votre attention. Donc, si vous souhaitez avoir d'autres précisions, vous pouvez... Ah, on peut aller sur une autre question, super. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis Pierre-Yves Claverie, je suis consultant pour les collectivités territoriales, mais aussi habitant d'un logement à Paris, qui n'est pas forcément le plus performant de manière énergétique. Vous avez mentionné des difficultés d'atteindre les objectifs de rénovation des passoires thermiques à Paris. Pour vous, qu'est-ce que c'est les principaux freins ? Et typiquement, comment est-ce que EDF pourrait m'aider à convaincre ma propriétaire de rénover mon logement sans dégrader ma qualité de vie? Alors, tout à l'heure, on mentionnait, je mentionnais plus particulièrement les bâtiments haussmanniens, parce que là, on ne peut pas isoler par l'extérieur. Donc, avec nos experts, en fait, on regarde les solutions d'isolation qui pourraient exister par l'intérieur. Mais à Paris, les logements sont petits, donc si on met 10 cm d'isolant à l'intérieur, on perd encore des surfaces importantes. Et donc il commence à arriver des isolants très fins qui peuvent être à l'intérieur, des isolants très fins. Ça coûte encore cher, mais on a espoir que justement, avec l'ambition sur l'isolation, d'ici 10 d'années, ces isolants deviennent meilleur marché et permettent une isolation par l'intérieur. Donc c'est un peu l'espoir qu'on a sur cet isolant. Mais c'est aussi pour ça qu'on a essayé d'être réaliste sur l'isolation et de ne pas faire un scénario, on va dire, tous les bâtiments sont basse consommation à 2050, parce qu'on sait bien que c'est dans 30 ans déjà, et on sait bien que ça ne sera pas le cas. Et aussi, alors ça vous concerne peut-être pas directement, mais là il y a une expérimentation qu'il faut quand même bien surveiller, qui va avoir lieu en Pays de la Loire, en fait qui nous vient des Pays-Bas, qui s'appelle Energiesprong, qui consiste à réhabiliter des logements en site occupé, avec en fait la fabrication en usine de tous les panneaux isolants, de le système énergétique, et qui va être, il y a un appel d'offres qui a été lancé et qui va consister à réhabiliter 2000 logements en milieu occupé par des bailleurs sociaux. Et donc là, ça c'est à voir, parce que là on vient massifier la rénovation énergétique en permettant aux habitants de rester dans leur logement. Et donc un logement en une semaine, en tout cas c'est la promesse d'Energisprong, de venir réhabiliter des logements. Et si on arrive là vraiment à mettre en place ces logements, alors il faut une typologie de logement qui se ressemble, qui ait les mêmes caractéristiques, tout est fabriqué, on amène, on plaque, et les gens restent chez eux. Là c'est vraiment, je pense qu'on fera un saut technologique en termes de méthodologie. Donc ça sera à suivre, et c'est à Angers. Pas d'autres questions ? Écoutez, on vous remercie pour votre attention. Merci à très beaucoup. bientôt. Et vous pouvez nous retrouver sur le stand d'EDF si vous avez d'autres questions complémentaires. On sera sur le stand. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée.